Alors, la statistique inférentielle, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un peu comme être un détective. C'est tout l'art de résoudre une immense énigme en se basant sur juste quelques indices. En gros, c'est un outil super puissant qui nous aide à prendre des décisions vraiment intelligentes, même quand on n'a qu'une toute petite partie de l'information. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginez une compagnie aérienne avec 10 000 pilotes. Elle a mis au point un nouveau programme de formation, un programme qui coûte une fortune. La question c'est, comment savoir s'il marche vraiment? On ne va quand même pas le tester sur les 10 000 pilotes, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop cher. Alors comment on fait pour prendre une décision qui pèse des millions? Ça paraît insoluble, hein? Et pourtant c'est exactement le genre de problème que la statistique inférentielle va nous aider à résoudre. Ok, pour s'attaquer à ce défi, il faut d'abord mettre les choses au clair sur deux mots très importants. Le premier, c'est la population. La population, c'est tout simplement le groupe entier qui nous intéresse. Facile, dans notre histoire, ce sont les 10 000 pilotes. Le deuxième mot, c'est l'échantillon. Et là, comme son nom l'indique, c'est une petite partie qu'on choisit dans cette population. Par exemple, les 100 pilotes sur lesquels on va réellement faire le test. Et voilà l'idée de génie derrière tout ça. On va étudier ce petit groupe, notre échantillon, pour faire une supposition, mais une supposition éclairée, une inférence sur l'ensemble du groupe. En fait, on utilise une loupe sur une petite partie pour comprendre l'image entière. On passe du petit au grand, du connu vers l'inconnu, mais pas n'importe comment, avec une méthode bien rigoureuse. Alors, comment ça marche en pratique? C'est assez logique en fait. Ça se passe en 4 étapes. D'abord, on définit bien qui est notre population, les 10 000 pilotes, c'est fait. Ensuite, étape 2, on choisit notre échantillon, disons les 100 pilotes. Troisième étape, on collecte les données, on mesure leur score après la formation. Et enfin, le moment de vérité, l'étape 4, on utilise ces infos pour tirer des conclusions sur, les 10 000 pilotes au total. Attention, petit détail qui a une importance énorme. La façon dont on choisit cet échantillon est absolument cruciale. On ne peut pas juste prendre les 100 premiers volontaires, non. La qualité de notre conclusion finale dépend entièrement de ça. Il y a tout un tas de méthodes pour s'assurer que l'échantillon est bien représentatif, qu'il ressemble bien à la population globale. On peut faire un tirage au sort ou utiliser des méthodes plus complexes comme les quotas pour être sûr d'avoir le bon mix de personnes. Bon, revenons à nos pilotes. On fait le test, on collecte les résultats et voilà, notre échantillon de 100 pilotes a amélioré ses scores de 8% en moyenne. Pas mal, non? Ce chiffre, ce plus 8%, c'est ce qu'on appelle une estimation ponctuelle. C'est une estimation précise, un seul chiffre, qui nous donne une première idée. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que les 10 000 pilotes vont tous s'améliorer d'exactement 8%? Probablement pas. Pensez-y. Et si, par pur hasard, on était tombé sur un groupe de 100 pilotes particulièrement doués? Le hasard, ça joue toujours un rôle. Il nous faut donc un moyen de mesurer notre marge d'erreur, en quelque sorte. C'est pour ça qu'en statistique, on fait la différence entre deux choses. D'un côté, il y a l'estimation ponctuelle, ce plus 8%, c'est simple, c'est direct, mais ça peut être un peu trompeur. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle l'estimation par intervalle. Et là, c'est beaucoup plus malin, au lieu d'un seul chiffre, on donne une fourchette de valeurs plausibles. C'est peut-être moins précis, mais c'est beaucoup plus honnête. Et cet outil qui permet de faire ça, ça s'appelle l'intervalle de confiance. L'idée est simple. Au lieu d'un point fixe, on dessine une zone à l'intérieur de laquelle on est assez sûr que la vraie valeur pour toute la population se trouve. Et ça change tout dans la façon de communiquer le résultat. On ne dit plus juste « l'amélioration est de 8%. » Non, on dit quelque chose comme « on est confiant à 95% que la vraie amélioration pour tous les pilotes se situe quelque part entre 6% et 10%. » On sent bien la différence? C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus réaliste. Et au final, c'est bien plus utile pour prendre une décision. Maintenant, allons encore plus loin. On va carrément mettre l'efficacité de cette formation en procès. C'est un autre outil super puissant de la statistique inférentielle et ça s'appelle le test d'hypothèse. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un juge. On a une affirmation et on va regarder si les preuves, nos données, sont assez solides pour la valider. Et comme dans tout bon procès, on a deux parties qui s'affrontent. D'un côté, il y a l'hypothèse nulle, qu'on note H0. C'est le statu quo, l'idée par défaut. C'est l'accusé présumé innocent. Dans notre cas, H0 dirait « la nouvelle formation ne sert à rien, elle n'a aucun effet ». Et de l'autre côté, on a l'hypothèse alternative, H1. Elle dit tout le contraire, si, la formation a un vrai effet. Notre job, c'est de voir si on a assez de preuves pour faire tomber l'hypothèse nulle. Tout l'enjeu est là, il faut trancher. Au vu de ce qu'on a observé dans notre échantillon, de quel côté la balance va-t-elle pencher? Est-ce qu'on reste sur l'idée de départ, H0, ou est-ce qu'on a assez d'éléments pour basculer vers H1, l'alternative? La question qu'on se pose est donc très simple au fond. Ce plus 8% qu'on a mesuré, est-ce que c'est un résultat tellement fort, tellement impressionnant, que l'idée d'un aucun effet devient quasi impossible? Ou bien, est-ce que ça pourrait être juste un coup de bol, un simple effet du hasard? Bien sûr, comme dans n'importe quel tribunal, on peut se tromper. Il y a deux grands risques. Le premier, c'est l'erreur de type 1.
c'est le faux positif. On conclut que la formation est super efficace, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Oups. Le deuxième risque, c'est l'erreur de type 2, le faux négatif. Là, on se dit que la formation n'a pas d'effet, alors qu'elle en avait un, et on passe à côté d'une super innovation. Tout l'art de la statistique, c'est de gérer ces risques. Et alors, le verdict est tombe. Après analyse, on trouve que le résultat est statistiquement significatif. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que la probabilité d'observer une amélioration de 8% juste par chance est minuscule, extrêmement faible. Les preuves sont donc trop solides pour être ignorées. On rejette l'hypothèse nulle, l'idée que la formation n'a aucun effet. Concrètement, ça veut dire que la compagnie peut y aller, elle peut investir son argent dans la formation en toute confiance. C'est une décision éclairée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette logique-là, cette idée de passer d'un petit échantillon à une grande population, eh bien, elle n'est pas limitée à l'aviation. En fait, elle est absolument partout dans notre quotidien. Pensez-y une seconde. Les essais médicaux pour savoir si un nouveau médicament marche vraiment, c'est ça. Les sondages politiques qui essaient de prédire le résultat d'une élection avec seulement 1000 personnes, c'est encore ça. Le contrôle qualité dans une usine pour vérifier toute une production, les tests A/B sur un site web pour voir quel bouton fait le plus vendre, c'est toujours la même idée. C'est vraiment le moteur qui nous permet d'avancer et de décider dans un monde rempli d'incertitudes. Et tout ça nous amène à une dernière question. Pour réfléchir un peu, cette idée de partir d'un tout petit groupe pour comprendre des phénomènes immenses, c'est quand même fou, non? Alors, si on y pense bien, quel autre grand énigme, quel autre grand mystère de notre monde pourrait-on commencer à résoudre juste avec un petit échantillon, mais un échantillon choisi intelligemment?